On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Ariane Blais-Lacombe part à la recherche du nombre d'enfants idéal. Benjamin Boivin nous parle du film À l'Ouest, rien de nouveau. Et Laurence Godin-Tremblay se penche sur notre rapport à l'alcool. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du prolifique James Langlois. Bonjour James. Oui, toi aussi t'es prolifique Antoine. Oui, j'écris des T'es encore des plus prolifique textes. que moi. J'écris des textes chaque jour, des mots, je travaille fort. Ouais. Je pensais que tu parlais du nombre d'enfants. Ah oui, c'est vrai, on parle de ça cette semaine, Ben, hein, oui. le nombre d'enfants. Sujet tabou, dangereux. Je pense que oui. Explosif? Ouais. Vous trouvez? Ben, quand même. Non? Tu trouves pas, toi? Ben, correct. Correct, elle a dit ça avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Ariane Blais-Lacombe, tu veux nous essayer de trouver avec nous, là, c'est quoi le nombre idéal d'enfants dans une famille? Ça se peut, ça? Ben oui, c'est qu'en tant que mère moderne du 21e siècle, je suis dans à peu près 50 groupes Facebook pour maman. Puis une question qui revient ça, c'est souvent, dangereux. c'est agrandir ou pas la famille? Combien d'enfants avez-vous? Souhaitez-vous en avoir? Quand savoir? Quand s'arrêter ou continuer? Donc, la question du nombre d'enfants revient constamment, puis à chaque fois, c'est un torrent de réponses. Et donc, je me suis inspirée de ça en me disant, il y a quelque chose Je pensais que tu allais d'intéressant à discuter. agrandir ou rapetisser sa famille, hein? Ça serait un peu mal Plus vu. difficile, plus difficile. On entend Benjamin. Bienvenue, Ariane. Hein? Ben, ça fait On a plaisir. très hâte de discuter de ça en tout début d'émission. Vous entendez aussi Benjamin rire, ce qui n'est pas si fréquent quand même. Ah oui, il y a un certain mérite à Ariane. Oui, bravo, Ariane, d'avoir fait rire Benjamin. Mais tu nous parles de quelque chose de très sérieux, toi. Oui, mais je vous parle pas de quelque chose de particulièrement drôle. Je vous Non. parle du récent film À l'Ouest, rien de nouveau, là, qui est une nouvelle version d'un film qui avait déjà qui existait déjà en 1930. Un film sur la guerre, la Première Guerre mondiale, puis disons l'absurdité que ça a pu amener. Merci d'être là, Benjamin. Ça sera en deuxième segment. Bienvenue à l'émission. Et je vais réussir à ravaler ma salive. Laurence Godin-Tremblay. C'est une bonne idée. Ouais, c'est toujours plus pratique pour parler. Laurence, comment ça va? Ça va bien, toi, ça va? Ça va pas pire. Tu nous parles de boissons aujourd'hui. Son Oui. sujet préféré. Oui, c'est ça. Ben, Après la drogue, hein? Ouais, non, c'est vrai, c'est T'as la déjà drogue. parlé de la drogue? c'est ça, vous allez me faire une bonne... Mais aujourd'hui, je viens casser le party, là. J'ai même apporté Thomas d'Aquin pour être sûr de bien casser le party, là. Je viens vous parler de l'alcool, mais vous dire que c'est mal. C'est-à-dire, je vais nuancer, là, inquiétez-vous pas, là, mais je fais du pouce sur l'actualité, là, par rapport à l'affaire Julien Lacroix, mais ça me tentait pas de parler de consentement, ça me tentait pas de parler de réseaux sociaux. Je parle d'une Je te circonstance autour de tout ça qui est l'alcool, qui revient souvent là, dans les inconduites sexuelles. Oh, Qui est aussi un sujet très intéressant à l'approche des fêtes où les excès Ben, d'alcool seront fréquents. Parce que tu Que parles des ceux qui aient des inconduites oreilles sexuelles. entendent. Ça, Aussi, je- ça On n'espère pas. Alors, tu vas nous assommer avec ta somme, c'est ça? Exactement. Toutouch. C'est une émission bien chargée, ça. On y va. Hein? On y va. Let's go. Chaque jour, nous sommes bombardés de nouvelles qui soulignent les enjeux écologiques de notre époque. Dans ce contexte, il est de moins en moins rare d'entendre des gens signifier publiquement leur choix de ne pas avoir d'enfants ou d'en avoir moins pour continuer à sauver, pour contribuer plutôt à sauver la planète, du moins espérer contribuer à sauver la planète. Allons voir ce qu'en pense notre chroniqueuse familiale Ariane Blais-Lacombe. Bonjour Ariane. Salut Antoine. Qu'est-ce que t'en penses?
d'avoir moins d'enfants pour sauver la planète. Uh-huh. Je pense pas que c'est un argument si intéressant que ça. Là. Premièrement, je trouve que c'est vraiment réducteur. Ça réduit un bébé qui est même pas encore né à un grand pollueur, tout ça. Puis je pense que c'est beaucoup plus dans la manière dont on élève les enfants puis le mode de vie qu'on leur transmet. T'sais, on n'a qu'à penser aux Amish, qui ont typiquement des familles très nombreuses et sont sûrement une empreinte écologique beaucoup moindre que la plupart des gens ici autour de la table. Un enfant, c'est pas juste un péteur de CO2, là. Ça apporte de la joie aussi. Exactement, ça apporte plein de choses, mais aussi comme ça me fait un peu rire comme argument parce qu'il y a vraiment l'idée là, que le geste le plus écologique qu'on peut poser dans notre vie, c'est d'avoir un enfant de moins. Et là, la question, c'est un enfant de moins que quoi? Moi, si je dis genre, parfait, c'est correct, je vais en avoir 9 plutôt que 10. Ben ouais, j'aimerais vraiment ça, répondre ça dans la face d'un écolo pour qu'il fasse comme, non, mais ça marche pas rendu là. Fait que ça montre quand même qu'une position comme ça part de l'idée que, premièrement, à la base, tu veux maximum 2 ou 3 enfants. Fait que si t'en as un de moins, t'en as 1 ou 2, ça reste un nombre raisonnable d'enfants, mais aussi que vraiment, t'as un nombre idéal d'enfants puis que tu vas réaliser ce nombre-là. De nos jours, c'est vraiment très rare que les gens ont soit pas de nombre d'enfants idéal, ce qui est mon cas, puis ça fait toujours sursauter le monde, là, quand on me demande combien t'en veux, puis ben je sais pas, on va voir, puis là, comme... tu ne fais plus dans les cases, là. C'est vraiment difficile. Mais aussi, ou de dire que, de penser que tu peux pas nécessairement avoir plus ou moins d'enfants que ce que tu désires, avec la technique, puis la contraception, puis tout ça. De nos jours, les gens sont vraiment capables d'avoir exactement leur nombre d'enfants qu'ils veulent, puis selon le timing qu'ils veulent, là, tout ça. C'est quoi qu'est-ce que disent, par exemple, on a des données là-dessus, là, les frères et sœurs dans les familles, est-ce que disons, la fratrie, là, ils souhaitent avoir plus de frères et sœurs, moins de frères et sœurs? C'est quoi le sentiment là, qui est partagé? Oui, ça, c'est vraiment intéressant. Là. C'est quelque chose que j'avais beaucoup en tête en préparant ma chronique, puis dans une démarche fort scientifique, j'ai d'abord googlé nombre idéal d'enfants. Puis là, je suis tombée sur une étude française sur justement l'impact de la fratrie d'origine sur le désir d'enfant des personnes. Donc, l'étude commence en présentant la perception de la taille d'origine de la famille. Donc, selon qu'on est 1, 2, 3 ou plus, comment est-ce que l'enfant perçoit la taille de sa fratrie? Parce que c'est aussi un sujet de conversation qu'on voit souvent dans les groupes de mamans. Celles qui sont de familles nombreuses, avez-vous aimé ça? Quels sont les avantages, désavantages? Fait que, une des choses que pointe cette étude-là, c'est que 61% des enfants uniques auraient souhaité avoir des frères et sœurs. Puis ça, je trouve ça comme profondément triste parce que j'en ai des amis qui sont enfants uniques, puis souvent, tu sais, ils disent à quel point ça leur a manqué, tu sais, de ne pas avoir de frères et sœurs en grandissant. On a des spécimens de cette espèce autour de la table, au moins 2. Oui, mais moi, je suis à moitié enfant unique, là, pour être précise. Là. Mes parents sont séparés, mon père s'est remarié. Il y a eu un fils quand j'avais vers 11-12 ans. OK. Fait que c'est comme une moitié d'enfant unique, là, mais essentiellement une enfance unique. Puis est-ce que tu aurais souhaité, durant justement cette dizaine d'années-là, avoir quelqu'un pour t'accompagner? Mais je ne sais pas aller là aujourd'hui. Mais... oui, ça, c'est clair. Là. Je veux dire, moi, j'ai joué au Monopoly tout seul. Là. C'est vraiment plate. Je gagnais tout le temps. Je perdais aussi tout le temps. Puis je me souviens, là, quand mon père a eu un fils, là, Alexis, je te salue, ça a été là, incroyable comme sentiment. Là. Je faisais mes devoirs à côté, je le regardais dormir, j'ai joué avec lui en masse. Pour moi, ça a vraiment été une joie puis quelque chose que j'attendais depuis longtemps, là, ça, c'est clair. James? D'emblée, je me rappelais pas que c'est quelque chose que j'ai désiré, mais il faut dire que j'ai quand même été élevé avec d'autres. Moi, j'étais très proche de mon cousin, de certains cousins aussi. J'ai été élevé avec des personnes que j'ai considérées comme mes frères et sœurs qui étaient plus vieux que moi quand même. Mais tu sais, non, c'est peut-être parce que... Il y avait du monde en masse autour de toi quand même. Mais si on se penche sur les autres familles, donc à partir du moment où il y a 2 enfants, entre 2 et 4 enfants, la majorité sont satisfaits de la taille de la famille. Ils vont dire nombre présent. C'était correct. C'est bon. Mais la deuxième réponse la plus fréquente, c'est que les enfants souhaiteraient qu'il y ait plus d'enfants dans la famille. Donc, de 1 à 4, il y a quand même une bonne proportion qui souhaiterait être plus nombreux. À partir de 5, la réponse la plus populaire reste « j'aime la taille de la famille qui a bêlé », mais la deuxième réponse la plus populaire devient « j'aimerais mieux qu'il y en ait eu moins ». Ah oui? Donc, vous pouvez y aller jusqu'à 4 enfants sans craindre que vos enfants vont soit être satisfaits, soit en vouloir plus. Donc, je trouve que c'est quand même assez encourageant et rassurant. Ben, c'est intéressant ce nombre-là parce que Jean-Paul II, dans Amour et responsabilité, mais c'était écrit sous le nom de Carole
Wojtyla à l'époque, mais il y a un appendice au livre Amour et responsabilité, puis il répond un peu à des questions-là, là, combien d'enfants une famille devrait avoir, puis il dit, bon, il ne s'agit pas de donner des normes, etc., mais il dit, pour que la famille réalise un peu son objectif, il faut quand même pour qu'il y ait une micro-société, il faut que ça dépasse quand même plus que 2. Fait que lui, il dit autour de 3, ça commence à être une micro-société. Fait que tu vois, ça correspond quand même à l'expérience des gens, quelque part. Oui, c'est ça. Tu peux faire comme un jeu à plusieurs. Tu fais une petite game de soccer, puis ça commence à avoir du sens. Tandis que sinon, c'est un peu limité. Mais après ça, donc, le nombre d'enfants dans notre fratrie d'origine va effectivement influencer notre désir d'enfant. L'étude montre que la réponse la plus populaire demeure 2 enfants. Donc, Jean-Paul II serait peut-être triste, mais ça reste la norme. Là. Puis en fait, c'est drôle, récemment, je lisais le livre de Pierre-Yves McSween, qui est très connu, qui lui dit que la famille de 2 parents, 2 enfants est la famille économiquement avantagée dans la société. Puis je pense que c'est vrai que ça reste comme la norme. Tu sais, dès que tu as un garçon, une fille, pour la plupart des gens, c'est comme c'est clair, tu peux t'arrêter, c'est le choix du roi, c'est le couple. T'as ton couple, ouais. T'as ton couple, tu sais, fait que c'est comme... Beaucoup de gens comprennent pas que tu puisses en vouloir d'autres après ça, parce que, bon, tu vas à l'hôtel, il y a 2 lits, tu vas au musée, le forfait familial est pour 4, le repas familial est fait pour 4, c'est comme une auto, c'est fait pour 4 personnes, une maison typique, c'est fait pour 4 personnes. C'est dur de trouver une maison plus grande, tu sais, pour avoir plusieurs enfants. Fait que c'est vrai que notre société est vraiment conçue pour des familles de 2 adultes et 2 enfants. Laurence? Ah, mais je voulais pas t'interrompre, là. C'est juste pour témoigner puis pour dire comment je suis d'accord, là. En fait, juste dernièrement, je suis allée à la Poste Canada. Puis là, celle qui travaillait là me dit « Je veux voir ta fille, parce que dès que tu te promènes en poussette, t'es un bien public, là. » Puis là, tu sais, elle dit « T'en as-tu déjà un? » Puis là, je dis « Oui, j'ai un gars aussi. » Puis elle dit « Ah, ta famille est terminée. Félicitations. » Puis c'était comme... Tu sais, je l'ai vraiment pris comme une sentence. Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, les barrières sont fermées, le pont est levé, tu sais, c'est fini, là. Les canaux sont coupés. C'est ça. Puis littéralement. Mais vu que j'ai un gars, une fille, je me le fais dire régulièrement. Bravo, t'as ton couple, tu sais, tu peux fermer la boutique. Passer à d'autres choses. C'est ça. Wow! Je suis un peu déboussolé. Non, mais on parle de tout ça, mais c'est important que ceux qui nous écoutent, là, il y en a certainement là, qui ont 2 enfants. Hein? Il y a toutes sortes de raisons là, qui fait qu'on a, entre guillemets, juste 2 enfants. Nous, on est une gang de fous ici autour de la table, là, mais très délicat d'embarquer dans ces questions-là sans juger ou se sentir jugé. C'est tellement personnel, non? Ben oui, c'est tellement personnel. Puis je veux dire, je veux pas juger. Là, j'ai rien contre le fait d'avoir 2 enfants. Là, je trouve juste ça intéressant que là où je m'en vais, ça s'en vient intéressant. Là, ça s'en vient crunchy. Ah, c'est déjà très intéressant. Fait que, mais on remarque donc que 2 demeure la réponse la plus populaire. Là, même si tu viens d'une famille de 10, dans leur sondage, 2 enfants, c'était le plus populaire. Mais ils remarquaient que proportionnellement, plus les gens venaient d'une famille nombreuse, plus ils souhaitaient eux-mêmes avoir une famille nombreuse. Donc, preuve supplémentaire que, coudonc, ils ont dû aimer ça, grandir dans une famille nombreuse parce que c'est ça qu'ils souhaitaient. Antoine et sa femme pourraient en témoigner. Ils sont conditionnés. Oui, c'est ça. On est dans la reproduction sociale. Littéralement. Ouais. Mais ce qui est intéressant, puis là, tu peux peut-être nous dire si ça a été le cas chez vous, ils ont regardé aussi selon où les gens en étaient dans la constitution de leur famille, sur leur nombre idéal d'enfants. Puis en fait, plus la famille grandit, plus les ambitions se calment. Donc, chez les couples sans enfants ou avec un seul enfant, il y avait plus de souhait d'avoir un nombre élevé d'enfants. Puis chez les gens qui avaient 2 ou 3 d'enfants, il y en avait de plus en plus qui disaient « Ah non, 2, 3, ça va être suffisant. » Ouais, je comprends. On entend ça souvent aussi. J'aurais aimé ça avoir une grande famille, mais là, ça a tellement été difficile avec le premier ou les premiers qu'on a changé d'idée. C'est assez fréquent, ça. Ben, je pense que oui. Là, c'est vrai que c'est fatigant avoir des enfants. Ça ressemble à quoi la fécondité ici au Québec, là, ces temps-ci? Ben, c'est toujours à la baisse. Les statistiques les plus récentes nous le confirment. En 2020, on a eu une baisse de 3 % des naissances. On remarque aussi que l'âge maternel est en constante augmentation. Donc ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui réjouit les écologistes ou pas, mais c'est clair que dans une couple d'années, ça va aussi nous causer des problèmes là, d'avoir une baisse du taux de natalité comme ça. Oui, vas-y. Non, j'allais dire, c'est drôle parce qu'on a quand même l'impression, socialement, je ne sais pas vous, mais qu'on dirait qu'il y a un certain baby-boom dans les dernières années, mais c'est peut-être juste... Je pense que c'est vraiment juste à cause de ton entourage. Ton milieu. Non, pas nécessairement. Je veux dire, moi, je regarde les quartiers comme... tu sais, moi, je reste en banlieue, puis tu sais, je veux dire, c'est des quartiers de vieux qui se renouvellent, puis c'est plein de jeunes familles avec des enfants. Puis tu sais, dans les dernières années, les places dans les hôpitaux étaient pleines parce que en néonatologie, là, mais
Ben, je sais pas. Écoute, les statistiques que j'ai consultées, c'était pour l'année 2020. Fait que là, il reste à voir si la pandémie va avoir eu le baby-boom que certains ont prédit. Là. Donc, c'est pas des statistiques qui ont encore été compilées. Je pense de toute façon, ça dépassera jamais le fameux seuil là, de 1,5 ou quelque chose de même. Oui, c'est ça. 2,08, c'est ça. Ariane Blais-Lacombe, il nous reste quelques minutes à peine. Quelques minutes. Ah ouais, faut clutcher, là, vas-y. OK, bon, ben j'y vais. Le nombre idéal d'enfants, c'est quoi? Au final, je l'ai trouvé. Êtes-vous prêts? C'est N-1. Ouh, N-1, c'est la formule idéale. C'est la formule idéale. Puis ce qui est dommage, c'est que tout le monde autour de la table, on a déjà dépassé le nombre idéal d'enfants. En fait, personne n'est jamais capable de l'atteindre. C'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai eu un deuxième enfant. Puis là, pour une raison quelconque, là, je pense que quelqu'un a gardé, je ne sais plus si c'était le plus jeune ou le plus vieux. Puis là, j'étais de retour avec un seul enfant pour quelques temps. Puis j'ai fait genre... Hey, wow, c'est donc bien, la situation est sous contrôle. Tu sais, qu'est-ce que j'avais à chialer, moi, quand j'avais juste un enfant, d'être fatigué, tu sais? Parle-moi d'une drôle d'idée, être fatigué quand t'as un seul enfant, là, je veux dire, 2 enfants, ça, tu sais, là, maintenant, c'est de la job. Puis là, quand j'ai eu un 3e enfant, des fois, ma mère les gardait au début, mais elle n'était pas encore à l'aise à les prendre les 3, fait qu'elle les gardait un à la fois. Puis que ce soit le plus vieux, le plus jeune ou celle du milieu, dès que j'en avais un de moins, j'étais comme, ah, ben là... C'est sous contrôle, là. La situation va bien, là. Comment ça, est-ce que je chialais quand j'avais 2 enfants? C'est vraiment, tu sais, t'as 2 mains, 2 enfants, tu sais, puis dès que le 3e revenait, là, on dirait que j'étais dépassée à nouveau. Faut les envoyer au pensionnat. C'est ça la solution, peut-être. Laurence? Peut-être. Moi, je trouve ça excellent, là, puis je témoigne, là, parce que pour ceux qui l'ont pas lu, là, j'avais écrit un texte à mon premier enfant, puis j'étais, là, submergée. Puis là, ces temps-ci, je fais un cours de mise en forme pour maman. C'est essentiellement des mamans qui ont seulement un enfant. Puis des fois, ils me disent « Pas facile, partir de la maison avec un enfant. » Puis je trouve ça drôle, là. Puis je leur dis « Mais oui, c'est facile. » Mais puis des fois, il faut que je me retienne parce que je les juge. Puis après, je me dis « Mais j'étais là, pareil en pire. Sinon pire, là. Je veux dire, moi, un enfant, c'était une catastrophe, là. » Fait qu'écoute, il reste à tester ma théorie avec 3, 4, 5 enfants. Je sais pas si, justement, comme je disais tantôt, quand tu passes de 10 à 9, est-ce que ça a le même effet de soulagement? N-2, N-3? Ben, peut-être, là. Faut évaluer. Ça dépend c'est lequel, peut-être. Encore là, c'est arrivé récemment, une de nos filles était sortie de la maison chez des amis, puis c'est pas la plus énervée, disons, là. Et tout d'un coup, toute la dynamique familiale change. C'est on se retrouvait à être 7 au lieu de 8 enfants, là. C'était plus relax. C'est vrai. Puis peu importe l'âge, là, ça n'a pas d'incidence tant que ça. Bon, c'est une belle théorie. Il faut que je fasse breveter ma théorie ou quelque chose, là, mais je pense que c'est solide. Là. Je pense que c'est solide. Laurence, pas Laurence, toi, non, c'est pas Laurence. quoi? Toi, c'est Ariane. Salut, Ariane. Salut. Ariane Blais-Lacombe, tu nous parlais du nombre idéal d'enfants et tu l'as trouvé. En toute légèreté. N-1, tiens, c'est très original. Chroniqueuse à On n'est pas du monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Restez avec nous. Après la pause musicale, Benjamin Boivin nous dit ce qu'il y a de nouveau à l'Ouest. Noël, c'est la fête qui relie le ciel et la terre. Et tous ceux qui s'aiment. Cette année, en préparant vos cadeaux, aidez l'équipe du Verbe à faire le lien avec tous ceux qui cherchent le vrai sens de Noël en contribuant à notre campagne majeure Faites le lien. Faites le lien entre Saint-Nicolas et le Père Noël, entre les rois mages et les lutins. entre l'enfant Jésus et les couches de bébé. Bref, faites le lien avec nous entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. En plus, jusqu'au 31 décembre, chaque don à notre campagne sera doublé grâce à un jumelage. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà donné et à ceux qui le feront. Joyeuse fête de la Nativité! Entre Saint-Nicolas et le Père Noël. Excuse. Entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. Faut juste la garoche à terre. Joyeuse fête de la Nativité!
wasted on you. Was all my love wasted on you? Was all my love wasted on you? Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde et on vient d'entendre Andy Schauf avec sa nouvelle pièce Wasted on You. Grande œuvre de la littérature allemande du début du 20e siècle, le livre « À l'Ouest, rien de nouveau » a été adapté pour l'écran dernièrement. Notre collègue Benjamin Boivin l'a vu pour nous. Salut Benjamin. Salut Antoine, ça va? Ça va très bien. C'est pas la première fois que ce livre-là fait l'objet d'un film, d'une adaptation cinématographique. Non, exact. Il y a un film très célèbre de 1930, là, avant l'ère du code cinématographique classique hollywoodien. Exact, qui a été d'ailleurs le premier film à recevoir l'Oscar du meilleur film sur la base d'un livre, dérivé d'une œuvre littéraire. Et puis ça, ce film-là a eu un énorme succès. Il y a également eu un téléfilm qui a été fait là, il y a une quarantaine d'années, mais là, on a un nouveau film, un film allemand de Édouard Berger, qui est un film qui a d'ailleurs fait sa première au Festival du film de Toronto, là, il y a quelques semaines seulement, et qui est maintenant disponible sur Netflix, là, qui est une reprise de ce thème-là, et qui évidemment modifie certains aspects du livre. Là. On n'a pas une reproduction pas tout à fait fidèle, mais l'esprit, disons, pacifiste du livre est vraiment reconduit. Et c'est un film qui a eu un énorme succès critique. Peut-être avant de parler de l'histoire ou du synopsis, on peut tracer l'histoire de ce livre-là qui apparaît à un moment assez important de l'histoire allemande. Oui, c'est un livre de Éric Maria Remarque et c'est un livre, bon, l'auteur a fait la Première Guerre mondiale, donc il a fait la guerre des tranchées, il a eu l'expérience d'être conscrit, de devoir se battre dans des conditions qui... Bon, on le dit souvent aujourd'hui, là, était vraiment... C'était la déchéance d'une civilisation d'une certaine manière. L'Europe s'est avalée complètement dans un conflit qui a opposé les grandes puissances les unes aux autres pendant des années, souvent dans des conditions où il y avait très peu à gagner. Là. Cette guerre-là s'est menée sur des fronts qui parfois avançaient de quelques mètres, voire de quelques dizaines, centaines de mètres, et des centaines de milliers, voire des millions de personnes mouraient dans ces conditions-là. Alors, cette œuvre-là, qui est sortie en 1929, a été assez rapidement, largement diffusée, traduite. C'est d'ailleurs ça serait pas surprenant que certains d'entre nous l'aient déjà lu, peut-être à l'école. Non, c'est ça, exact. C'est devenu un peu un classique de la littérature scolaire. Là. Beaucoup le lisent au secondaire, au cégep. C'est pas pour enlever d'ailleurs à son mérite. Là. C'est pour montrer la place que cette œuvre-là joue dans la culture, le rôle qu'elle joue dans la culture. Et puis, c'est intéressant de voir dans le contexte actuel, dans le contexte géopolitique actuel, cette œuvre-là être remise à l'écran à nouveau là, dans un film qui est un véritable chef-d'œuvre, selon moi. En 1900, ça sort en 1929, le livre. Quelques années après, en fait, le régime nazi est en pleine émergence là, dans ces années-là. Comment ça a été reçu? Oui, tout à fait. Donc, c'est un livre qui, comme je l'ai dit, porte un certain discours pacifiste. Puis, dans la décadence de la société allemande à la suite de la Première Guerre mondiale, il y a eu la naissance du courant nazi là, qui a été progressivement porté au pouvoir, qui était vraiment basé sur une vision, disons, assez violente de l'homme, là, une anthropologie extrêmement violente. Et très rapidement, après leur arrivée au pouvoir, les nazis ont soumis cette œuvre-là à la censure. Ça a même été brûlé dans les premiers autodafés. Et avant même de prendre le pouvoir, en fait, il y avait milité pour le censurer, en faire des versions modifiées. Et donc, le film et le livre, pendant plusieurs années, n'ont pas été disponibles dans l'Allemagne. Et d'ailleurs, dans plusieurs autres pays européens. Là, ah ouais. Parce que le discours pacifiste du livre et du film, il n'était pas nécessairement bien vu, bien reçu dans les sociétés occidentales au moment où on se préparait à faire la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un discours qui choquait, disons, les deux côtés. Benjamin Boivin, tu nous parles du film, en fait un peu du livre, mais on va embarquer dans le film là, À l'Ouest, rien de nouveau, qui vient de sortir sur Netflix cet automne.
on parle d'un film qui fait l'apologie du pacifisme, mais c'est pas pour autant un film tranquille, c'est un film de guerre. Non, c'est un film qui est extrêmement violent. Là. Donc, l'histoire, essentiellement, là, qui reprend évidemment l'histoire du livre, c'est l'histoire de 4 jeunes hommes allemands, là, âgés d'autour de 17 ans, qui, au début du film, dans le fond, assistent à un discours là, qui est donné dans un contexte scolaire. C'est un éducateur qui fait un discours patriotique où il les encourage à finalement faire la volonté de Dieu, de l'empereur et de la patrie, et d'aller se battre au combat, en leur disant qu'en l'espace de quelques semaines, ils marcheraient sur Paris et que la victoire était certaine. Et puis très rapidement, là, les choses déboulent dans une direction, dégénèrent dans une direction qui était évidemment pas attendue. Donc le personnage principal du film, Paul Barmer, au tout début du film, là, je ne vends pas de punch, je crois, en disant ça, se fait donner un uniforme militaire sur lequel est accrochée une petite étiquette. Et puis là, il dit comment ça se fait qu'il y a une étiquette dessus, c'est pas le bon uniforme. Il y a déjà un nom dessus. Ouais, c'est ça. Et le gars lui dit ah, ben là, ça devait être. On a dû le donner à un soldat qui était trop petit, il devait pas lui faire. Évidemment, c'est l'uniforme d'un militaire qui est mort dans les premières minutes du film. Et puis, il y a le flot de mort, le flot de vie humaine brisée est tellement rapide qu'on fait juste réutiliser des uniformes qui ont servi à des soldats qui sont morts, finalement. Et puis là, rapidement, là, ils sont confrontés à la brutalité, évidemment, de la guerre, mais aussi à la brutalité de leurs officiers, des officiers à leurs égards. C'est vraiment c'est une mécanique extrêmement violente et extrêmement brutale. On les voit devoir s'entraîner à porter des masques à gaz, parce qu'évidemment aussi, la Première Guerre mondiale, c'est la naissance de la guerre industrielle. Et puis lorsqu'ils ne sont pas capables de les utiliser de façon adéquate, ils sont sévèrement punis. Et dans les premières minutes du film, finalement, Paul Barmer dit « Ah, c'est vraiment pas ce que je m'attendais. » Lui avait un idéal romantique de la guerre, puis il allait contre la volonté de ses parents, un peu en espérant démontrer qu'il était plus fort que eux ne le croyaient. Et c'est vraiment touchant de voir là, ce jeune homme, il a presque 10 ans plus jeune que moi. Moi, j'ai 26 ans, lui a 17 ans, à être lancé dans des circonstances comme celle-là qui sont inimaginables pour le commun des mortels en Occident aujourd'hui, même si on voit poindre à l'horizon, là, aux frontières de l'Europe de l'Est, une expérience semblable à celle-là maintenant. Benjamin Boivin, le film À l'Ouest, rien de nouveau est basé sur 2 trames narratives, on pourrait dire. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Oui, c'est ça. Donc, l'une des trames narratives, c'est essentiellement la trame du roman. Là, on découvre un peu l'histoire de Paul et de ses camarades qui sont progressivement avalés par le monstre de la guerre. Mais à la différence du roman, il y a aussi une autre trame narrative qui est celle des négociations de l'armistice. Puis ça, c'est extrêmement intéressant. Surtout pour un gars de Sciences Po comme toi. Oui, exact. et donc, d'un côté, on voit la guerre du point de vue du soldat de la base, finalement, là, qui se fait encourager à donner tout et même sa propre personne dans des conflits qui sont souvent infructueux. Et de l'autre, on voit les négociations progresser entre des officiers français, notamment, qui sont extrêmement intransigeants, là, parce que depuis l'arrivée des Américains dans la guerre, de leur côté, ils ont un peu la main haute, et un nouveau gouvernement social-démocrate allemand qui cherche à mettre fin à la guerre, là, qui est vraiment déterminé à mettre fin à cette boucherie, mais qui est confronté à la résistance de l'armée allemande. De l'état-major allemand, oui. Exactement, qui est marqué par une culture militaire prussienne impitoyable, par une violente haine des Français, évidemment, là, qui leur est bien rendue. Et donc de voir c'est finalement une paix armée se préparer, d'un côté, et de voir ces gens-là, ces jeunes hommes-là qui sont lancés comme ça dans une ignorance totale, en n'ayant aucune connaissance de ce qui va leur arriver, et de la valeur de leur sacrifice aussi, hein, finalement, parce qu'on leur demande de mourir alors que finalement, on est en train d'abandonner. Fascinant. Benjamin Boivin, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure. C'est un film qui est... on parle d'À l'Ouest, rien de nouveau là, sur Netflix. C'est un film qui est extrêmement violent. C'est pas pour les âmes sensibles. Hein. Non, c'est un film qui a des scènes de violence extrême et qui, je crois, rendent compte là, de l'expérience des jeunes soldats qui y ont été. On voit l'impact de la guerre chimique. Là, on parlait des gaz qui servent à faire suffoquer finalement les soldats et qui, aujourd'hui, d'ailleurs, ne sont plus censés être utilisés dans des contextes militaires. Il y a des scènes extrêmement troublantes là, où, par exemple, une 60aine de jeunes soldats, on les voit tous morts sur le sol parce qu'ils ont eu le malheur d'enlever leur masque à gaz un peu trop tôt après une attaque qui a été faite contre eux. Et donc, ils sont morts massivement. De manière absurde. De manière tout à fait absurde. Il y a l'utilisation de lance-flammes aussi. Là. On voit des soldats français arriver contre des soldats allemands. Tout simplement leur lancer, les tuer en leur lançant du feu au visage. Puis c'est dans un contexte où finalement, là,
tous les moyens militaires, tous les moyens du développement technologique, du développement industriel sont mis à profit pour brutalité des corps de jeunes hommes, finalement, là, de jeunes personnes qui avaient l'avenir devant eux, une génération entière qui est complètement anéantie, alors que finalement, la guerre n'avance pas, parce qu'évidemment, ils se battent toujours au même endroit du début à la fin du film. Lorsqu'on assiste à des scènes de bataille, c'est à peu près toujours au même endroit, parce qu'il n'y a pas d'avancée. Chacun est prisonnier dans une tranchée, puis on se lance du feu, des bombes, du gaz au visage, puis il n'y a rien qui se passe. La question qui tue, tu l'as-tu écouté avec ta femme? Non, je l'ai écouté seul. Je l'ai écouté seul, évidemment. Ma femme se laisse facilement émouvoir par ce genre de choses-là. Et je la comprends d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Il y a une scène vraiment prenante dans le film, je trouve, là, et elle intervient assez tôt, où notre personnage principal, Paul, se fait attaquer par un soldat français. Donc, le soldat français est derrière lui avec une arme, il cherche à viser pour le tirer. Il se tourne, il s'en rend compte, il fonce vers lui et le projette au sol et le poignarde à plusieurs reprises au torse. Et puis là, tuer un homme, c'est dur, hein? C'est du travail, ça se fait pas tout seul. Et c'est une mort longue et une agonie pénible. Et puis là, Paul a comme une réalisation. On voit dans son regard, et c'est d'ailleurs une scène qui est filmée d'une façon tout à fait splendide, on voit dans son regard l'impatience devant son adversaire qui refuse de mourir, finalement. La colère contre cette situation-là où, finalement, il n'est plus capable de tolérer, d'assister à ça. Et puis là, finalement, progressivement, la compassion et le regret. Et puis là, finalement, quelques minutes après ça, ils s'allongent contre lui, là, presque, ils sont enlacés presque comme des frères, finalement, dans un lit. Et puis là, il lui demande pardon et retrouve sur lui des documents, se rend compte qu'il avait une femme, un enfant, voit des photos de famille. Et c'est une scène qui est filmée, là, c'est d'une beauté tout à fait extraordinaire, dans un contexte de violence quasi apocalyptique. Ben ouais. Benjamin Boivin, comment un chrétien regarde un film comme ça? Bien évidemment, il y a un certain enjeu, une certaine difficulté, parce que l'enseignement de l'Église sur la guerre, c'est évidemment que la guerre est une mauvaise chose. Mais la guerre n'est pas mauvaise dans toutes les circonstances. L'Église a un enseignement complexe là, sur toute la question de la guerre juste. Et peut-être on peut faire une distinction là, entre un certain pacifisme quand même assez radical qui se traduit dans l'œuvre, où on cherche à dire que presque dans toutes les circonstances, la guerre est futile, elle mène à rien. Il est possible qu'il y ait un excès, en fait, là, dans cette manière-là d'aborder la guerre, mais je crois que dans les circonstances historiques qui sont les nôtres, et Jean-Paul II le disait, le pape François également le dit, la notion de guerre juste s'apprécie un peu différemment, là. Les moyens de faire la guerre sont tellement énormes, la destruction qui est accomplie par une guerre entre grandes puissances en particulier est tellement importante qu'il est difficile d'envisager des circonstances où une guerre surtout entre grandes puissances, comme je disais, soit justifiée. Et ce film-là, et l'œuvre littéraire sur laquelle il est basé, fait vraiment la démonstration que dans un conflit comme celui-là, il n'y a pas de vainqueur. James? J'allais dire, à propos des 2 premières guerres, est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui, on va dire dans l'Église, qui doutent que ça aurait dû avoir lieu? Ah, bien certainement. En particulier, la Deuxième Guerre mondiale, la manière dont c'était terminé, là, avec le bombardement nucléaire dans 2 villes japonaises. Beaucoup de penseurs de cette notion-là de guerre juste sont d'avis que c'était une action qui était injustifiable. Et puis, des guerres plus récentes, là, et on sent évidemment à travers le film qu'il y a un certain commentaire social, là. Dans les dernières années, il y a eu un certain nombre d'interventions militaires en Irak, en Afghanistan aussi, et évidemment la confrontation entre l'Ukraine et la Russie actuellement. Et puis on voit le commentaire social dans le film sur ces situations-là. On voit qu'il y a une certaine inquiétude là, qui est palpable, et je crois qu'il est partagé là, dans nos différentes sociétés occidentales. Est-ce que vraiment on est en train de renouer avec un monde, avec une histoire où ce genre de conflit-là est possible? Où il y a nécessairement une espèce d'illusion initiale que le conflit va régler une situation pour en arriver à la désolation et la désillusion la plus totale et un bilan finalement négatif comme pour tout le monde, comme tu disais. Oui, exactement. C'est exactement ce qui s'est produit au début des années 2000 en Irak et en Afghanistan, des guerres qui se sont terminées par une défaite collective. Là, tout le monde a perdu. Et puis, nombreux ont été ceux qui ont été tentés de réclamer une intervention militaire beaucoup plus musclée de l'Occident contre la Russie et l'Ukraine dans les derniers mois, dans la dernière année. Parce qu'évidemment, l'injustice à laquelle on assiste est choquante. Ouais. Mais il est difficile d'envisager que d'ajouter de la violence à cette situation-là serait de nature à régler le problème. Et c'est un peu ce que
l'œuvre de pacifiste comme ce romancier-là et comme les réalisateurs de films qui ont repris son œuvre essaient de démontrer. Benjamin Boivin, tu nous parlais du film À l'Ouest, rien de nouveau. C'est disponible sur Netflix depuis quelques semaines cet automne et on peut lire ton texte sur la question sur le-verbe.com. Merci beaucoup, Benjamin. Ça a été un plaisir. Alors, on fait une petite pause et tout de suite après, Laurence se fait grande apôtre de la tempérance. Peur de tomber en amour. Jésus de fille à femme qui change de corps. J'ai encore peur de tomber en amour. Depuis qu'elle m'a avoué en disant j'ai mal au dos, comme un vieux qui a mal au dos, et ça fait rire les enfants, les animaux. Jésus de femme à homme s'est penché sur mon corps en chuchotant. Tu peux pas tomber en amour. Jésus de ma personne qui a perdu son corps. J'ai eu peur. J'ai tombé en amour. Depuis qu'il m'a avoué en disant je vais mourir tout seul, comme les morts qui sont morts seuls, éparpillés, fatigués, égratignés. Je vais mourir seul, comme les morts qui sont morts seuls, éparpillés, fatigués et endeuillés. Des amis qu'on n'a pas connus à temps, ceux qu'on ne voulait pas laisser partir quand ça filait pas. Je veux pas mourir avant d'avoir rien peu. C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était la pièce Jésus du groupe Ambo-Flébite. La saison des parties de bureau est déjà commencée. Pour les autres, on s'affaire à planifier les rassemblements familiaux ou les fêtes entre amis. Et dans notre culture, qui dit temps de Noël, dit aussi souvent consommation abondante d'alcool. Notre philosophe préféré, Laurence Godin-Tremblay, se demande si c'est une bonne idée de se saouler au traditionnel party de Noël chez mon oncle Jean-Pierre. Salut Laurence. Salut Antoine. On dirait qu'il se passe pas une semaine là, sans qu'on voit dans les nouvelles une espèce de scandale d'agression de un qui a mordu l'autre, qui a abusé de je sais pas qui. Je dis ça légèrement, mais c'est très lourd là, et c'est assez fréquent malheureusement. Puis souvent, on avance l'explication de l'alcool dans ces histoires-là. Et toi, tu as décidé de creuser la patente. Bien, c'est ce qui est intéressant, si vous avez lu notamment le dernier dossier de la presse sur l'affaire Julien Lacroix,
c'est que ça ressort souvent. Bon, Julien Lacroix, c'est connu, là. Il y avait de l'alcool dans les circonstances, mais une des femmes qui a travaillé aux accusations contre Julien Lacroix, elle-même était accusée, là, ensuite, là, de coup de théâtre. Puis elle-même va dire, écoutez, j'avais bu, là, j'étais saoul. Puis l'alcool est avancé souvent comme une explication, mais toujours avec ce discours aussi, mais ça excuse rien. Parce que dans notre société, il y a ce discours que on peut bien se saouler tranquille, sans qu'il se passe des choses déraisonnables, disons. Se saouler ou bien d'autres choses. Hein? Se saouler ou bien d'autres choses. Mais dans le cas des inconduites sexuelles, c'est assez frappant. Là. On a toujours ce double discours de « je peux m'habiller comme je veux », là, le décolleté avec la mini-jupe, puis aller danser autour des gars. Puis, je veux dire, c'est pas normal si je suis objectifiée. Il y a un petit peu quelque chose de semblable avec l'alcool. On va dire, je peux me saouler, là, être vraiment dans un état où j'ai plus de jugement. Mais après, tu sais, il faut surtout pas, c'est ça, s'attendre à ce qu'il y ait des dérapages. Je suis supposée me saouler et être parfaitement raisonnable. Beau défi. Un beau défi. Alors, c'est ça, c'est comme s'il y avait un discours qui où il y a une norme sociale, c'est comme encouragé de saouler. En tout cas, je me souviens, moi, quand j'étais ado... Ben, pas selon Éduc-Alcool. Non, mais je veux dire, au secondaire... 2 consommations par jour. Pour Et même Éduc-Alcool, avant de venir ici, j'ai regardé quelques publicités, puis notamment, il y avait des publicités faites par Rosalie Vaillancourt et j'oublie le nom, là, d'un autre humoriste. Julien Lacroix. Non, c'était pas Julien Lacroix, mais c'était des publicités où finalement, c'était un peu le gag, là, tu sais, qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on est sous? Il faut pas, tu sais, je sais pas, là, allumer un feu dans son salon ou des choses comme ça, mais il reste que se saouler est présenté comme quelque chose pour les adolescents, mais même pour les adultes. Moi, j'en connais, là, c'est leur fête de 40 ans, ça veut dire gros party, je me souviens de rien le lendemain, 50 ans, je veux dire, là, si tu t'es pas saoulé une fois dans ta vie, même, t'as l'air d'un extraterrestre puis de quelqu'un qui t'as pas vécu, coudonc, là. T'as pas fait ce que tu devais faire, là. Il faut absolument vivre ça au moins une fois dans sa vie. Il faut absolument vivre ça une fois dans sa vie, puis les gens se disent, ça vaut le coup. C'est quelque chose de tellement le fun, c'est un bien sous cette terre, là. Il faut le faire, là. Moi-même... Tu penses pas, toi? Non? Ben, moi-même, je veux dire, ce qui s'est passé, là, mon histoire, là. Tranche de vie. Tranche de vie, tout. Mais quand j'étais adolescente, bon, c'est sûr que je me suis saoulée en masse. Après ça, c'est pas en devenant chrétienne que j'ai arrêté de me saouler. Ah non? Non, c'est en devenant philosophe. Et pourquoi? C'est plus grave. C'est parce que quand je suis arrivée au cégep puis que j'ai découvert la philosophie, j'ai fait, c'est le fun quand j'ai la possession de ma raison. C'est le fun quand mon intelligence fonctionne bien, que je peux discuter comme il faut, que je peux réfléchir comme il faut. Ben, ça vaut-tu tant que ça le coup de boire à l'excès? Puis, je me suis longtemps sentie coupable. Même dans les dernières années, je le cachais aux gens que je me saoule jamais. Là. Quand je l'ai dit une fois à mon équipe de soccer, j'ai fait scandale. Puis, c'est pas une blague, là. Les filles étaient scandalisées, étaient outrées. Mais pourtant, c'est quand même à la mode. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui choisissent de ne plus boire d'alcool. Oui, mais c'est ça. On les trouve un peu plates, mais bon, c'est pas... C'est ça. Il y a un autre point, je pense, intéressant dans notre société, qui est quand l'alcool devient problématique, ça l'est soit pour la santé physique, soit à la limite pour la santé mentale. Par exemple, le problème de Julien Lacroix, on va le présenter vraiment comme pas comme un vice, pas quelque chose de moralement mauvais, mais il est malade. Il est malade. Puis je dis pas qu'il y ait de la maladie là-dedans. Là. On considère l'alcoolisme comme une maladie en général, mais justement, on ne parle que de l'alcoolisme et pas de ce que saint Thomas appelle une partie de l'intempérance, qui est... prendre une brosse. Oui, prendre une brosse. Lui, il utilise le terme de l'ivrognerie. Ouais, c'est ça, en bon québécois. Tu disais que c'est en devenant philosophe que tu as un peu... recadrer ton rapport à l'alcool. T'es pas la première philosophe qui réfléchit là-dessus. Là. Dans la Grèce antique, on s'était penché sur la question. T'as des spécialistes de l'ivrognerie. Non, mais il y a Dionysos puis tout, là, ça devait picoler sur un moyen temps. Ça. Ben, comme je vous avais dit, j'aurais pu amener Aristote, mais j'ai amené son meilleur disciple, Thomas d'Aquin. Mais là, c'est pas un grec, lui. Non, c'est ça, c'est pas un grec. J'ai amené un disciple de grec. Moi, je t'amenais sur les grecs, mais non, j'ai pas pris la balle au rebond. Mais j'ai faisais semblant de rien. Là, avant que je suis pas mal certain que Thomas d'Aquin s'est jamais saoulé.
Probablement. C'est ça. Puis il y a eu du fun. Il y a eu du fun. Ah ouais? Tu sais, lisez ses écrits, là, vous allez voir, c'était quelqu'un. Mais ce dont il nous parle, c'est assez intéressant. Là. Bon, chez les Grecs, là, si tu veux que je parle de là, ça m'intéresse. Je posais une question sur les Grecs. Chez les Grecs, il y avait cette idée, finalement, c'est quoi, tu sais, agir vertueusement? C'est agir selon la droite raison. Boring. Mais ce n'est pas du tout, là. C'était une idée toute simple. C'est une idée, c'est quoi que tu es, toi, fondamentalement? Un être humain. Est-ce que tu es une bête? Non, j'ai la raison, puis j'ai envie d'agir intelligemment. Puis vous remarquez que tout le monde veut agir intelligemment. Mm-hmm. Un de mes professeurs de philosophie avait ce dilemme-là à ses étudiants. Qu'est-ce que vous préfériez? Être très riche, les filles qui vous courent après, la santé, ou être super sage, intelligent? Puis là, beaucoup d'étudiants choisissaient riche, beau gars, tout ça, puis ils disaient, mais vous choisissez ça parce que vous pensez que c'est plus intelligent. Tu sais, quand vous choisissez l'argent, la beauté, au lieu d'être... c'est parce que vous dites, ben, si je suis bright, c'est ça que je vais faire. Puis c'est la même chose quand on saoule. Quand on saoule, on se dit, c'est intelligent, c'est raisonnable de perdre la raison. Ça vaut le coup pour cette soirée-là. Puis si tu le fais pas, t'es quoi? T'es un cave. T'es quelqu'un qui sait pas apprécier la vie, qui sait pas apprécier les plaisirs. Fait qu'agir selon la droite raison, c'est pas plate. C'est ce qui nous attire spontanément. Tout le monde veut être intelligent. Tout le monde veut agir le plus intelligemment possible. Maintenant, il reste juste à trouver qu'est-ce que ça veut dire agir intelligemment. Uh-huh. Oui? Non? Ah non, ça faisait juste gratter. Okay. Puis, bon, c'est ça. Quand Aristote, mais ensuite Thomas d'Aquin se sont mis à expliciter les vertus, qu'est-ce que ça serait? On les a regroupées là, essentiellement dans 4 vertus cardinales, la prudence, le courage, la justice et la tempérance. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est justement la vertu de tempérance et son contraire, l'intempérance. C'est plus large que l'alcool, ça, la tempérance. C'est ça, exact. La tempérance, ça concerne tous les plaisirs du toucher, va dire Thomas d'Aquin. Donc, ça veut dire essentiellement 2 catégories, là, parce que le goût est comme un toucher, donc l'alimentation, qui comprend la nourriture et les boissons. Et ensuite, le toucher au sens de la sexualité. Si on va dans la catégorie, justement, l'alimentation, puis qu'on se tourne vers l'alcool, Thomas d'Aquin va nous parler d'une vertu que lui, il appelle la sobriété. Donc, c'est pas la sobriété au sens de rien boire. Parce que là, dans ma chronique, je suis pas en train de dire qu'il faut rien boire. Là, moi, là, j'arrête d'être enceinte, là, je m'ouvre une bière, là, je suis contente, là, j'aime ça, prendre un verre. Là. Et pas l'accordaire. Hein? Vous connaissez pas le club l'accordaire? Non. Oui. Ah ouais, c'était une gang dans l'histoire pré-Révolution tranquille du Québec qui faisait la promotion de l'abstinence et non de la tempérance, justement. C'est ça. Fait que je suis pas dans ce gang-là. Non, je t'imagine, là, t'as pas expulsé ton placenta encore, que t'en débouches une grosse Molson. Moi, là, c'est à l'hôpital, j'en cache une dans ma bouteille. Dans ta sacoche. Non, ça serait quand même intempérant, je pense, là, parce que, tu sais, il y a quand même des circonstances où un verre, c'est déjà trop, là, quand on conduit, quand on vient d'accoucher. Mais pourtant, ça stimule l'allaitement, semble-t-il. Je sais pas. Non, quand on conduit, c'est 0.8, c'est pas 0,0. Ouais, mais pendant que tu conduis, c'est ça. Parce que j'avais... ça, c'est autre chose. Autre tranche de vie, là, j'avais un cousin, quand il arrivait du Saguenay, il disait ça, le monsieur ouvert une petite frette dans le parc. Là. Ça, faites pas ça. Une là. BDR, une bière de route. Oui, c'est ça. En tout cas, si on arrête de badiner, là, justement, oui, c'est sérieux. Là. Moi, je suis en train de dire il y a un vice dans notre société, on va le dénoncer. Puis là où j'arrivais, c'est ça. Sobriété, là, pour Thomas d'Aquin, ça veut pas dire ne pas boire du tout, mais ça veut dire boire dans une juste mesure. Puis même dans la Bible, on trouve de beaux passages, là, dans le livre Siracide là-dessus, quelque chose comme le vin est la vie de l'homme quand il est pris avec mesure, où il amène gaieté, etc. Puis on peut penser aussi aux noces de Cana, où même Jésus... Oui, une noce de 3 jours, là. Même Jésus transforme l'eau en vin. Donc boire, c'est correct. Mais saint Thomas dit là où le problème, c'est quand on arrive à l'ivrognerie, pour 2 raisons. Parce que comme toute forme d'intempérance, ce que ça fait, c'est que alors que tu as raison de viser un bien, par exemple, la famille. Tout le monde dit aujourd'hui, ma valeur, c'est la famille. Après ça, les études. Tout le monde veut réussir ses études pour avoir la carrière qu'ils veulent, des choses comme ça. Bon, tu as ces biens-là qui sont bons, qui sont liés à notre nature, mais le problème, quand on développe de l'intempérance, que ce soit dans la nourriture, la sexualité ou le vin, c'est qu'on se détourne et on se met à préférer la voie facile, le plaisir. Socrate avait cette expression dans les dialogues de Platon, on est vaincu par le plaisir. Alors, notre valeur, c'est la famille, mais tout d'un coup, on veut pas trop souffrir, fait que finalement, on va laisser faire. On fera pas d'enfants ou des choses comme ça. Mais pourtant, c'est ce qu'on voulait au plus profond de notre cœur, parce qu'on disait, c'est notre valeur, on trouve ça beau, des enfants autour d'une table, etc. Mm-hmm. Donc, toute intempérance fait ça, mais saint Thomas va dire l'ivrognerie, c'est encore pire. Bon, là, je vais scandaliser, mais il classe ça dans le péché mortel, là. Mais il dit c'est encore pire pour quelle raison? Parce que non seulement tu as raison
est plus capable de suivre le vrai bien, comme toute intempérance, mais elle fonctionne même plus. Elle est complètement déréglée, t'as plus de jugement, puis faut voir que le péché pour Thomas d'Aquin, dans ce cas-ci, c'est pas l'état dans lequel tu es. Pour lui, c'est une punition, là. C'est un état de dépravation, t'es comme une bête. Mais pire que ça, des fois, tu te mets à vomir partout, c'est dégueulasse. Mais le péché, c'est vraiment l'acte qui te conduit à ça, quand volontairement, puis c'est important, ce volontairement, t'as bu à l'excès. Parce que tu sais, il y a des erreurs. Là, moi, j'avais une cousine de France, une fois, on l'avait fait venir à un party avec des amis. Là, on avait mis des chemises carottées, on en faisait jouer tout le temps mes aïeux, puis on avait des cuillères de bois, on lui disait c'est tout le temps de même ici. Puis on lui avait donné des drinks. Puis pauvre petite, elle avait jamais vu ça de l'alcool fort, puis on lui avait pas dit, tu sais, fais attention de ça. Elle a été malade. Elle a pas péché, là. Elle s'est fait avoir, là, on va se le dire. Fait que le péché, c'est vraiment si volontairement tu te prends une Big Ten en te disant ça va aller plus vite. En soir, on en vire une. Puis pensez, c'est pas mauvais la fête, c'est pas mauvais l'alcool, mais pensez à une fête où le principe tourne autour d'un jeu de boisson, où le but c'est d'être sous le plus rapidement. Et ça, là, ça fonctionne pas tempérant. Mais dans le fond, la différence entre la sobriété et l'ivrognerie, c'est un peu comme la différence entre être chaud et être sous. Plus ou moins. Là. C'est plus être... comment on dit légèrement pompette? Chaud d'ail. Non, mais le feeling. Feeling, ah ouais. L'objectif, c'est toujours, je pense que tout le monde le constate, là, l'alcool est un certain lubrifiant social. Bon, ça va, là, ça détend, c'est même bon pour la santé. Là. L'idée des digestifs, je pense, c'était quand même de digérer un peu, là, sinon ça s'appellerait pas de même. Là. Puis, mais c'est ça, le problème, c'est que des fois, on se dit, ça va être encore plus le fun si je vais plus loin. Parce qu'il y a comme une forme d'illusion qui découle de ça. Moi, je me souviens, ado, là, j'étais convaincue, un coup qu'on était sous, qu'on était les meilleurs amis du monde, puis qu'on était en train de vivre un moment extraordinaire là, que j'aurais pas pu goûter si j'avais été à jeun. Mais maintenant, avec le recul, où j'ai des amitiés beaucoup plus profondes, c'est dur à croire, je comprends qu'un adolescent me croira pas, mais la discussion avec des vrais amis, là, c'est incroyablement plus riche, plus profond, puis ça, on peut pas y goûter quand on cultive... C'est cette apparence-là. Non, mais ce qui est encore mieux, c'est des vraies discussions avec des bons amis autour d'une bouteille de vin. Mais c'est ça, là, la modération bien meilleure. Ça dépend. Pas 12, James, pas 12. Non, pas 12. Ariane? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la distinction aussi entre l'alcool comme une fin puis l'alcool comme un moyen, disons? T'sais, parce que quand tu parles de jeu, de boisson, le but, c'est de boire puis de devenir sous. Mais si on aime le goût du vin, de la bière, si on est un peu gêné, justement, puis que de fait, là, ça dégêne, ou qu'on trouve ça le fun, que ça nous aide à relaxer, tout ça. Est-ce que c'est comme des fausses excuses qu'on ne devrait pas considérer, ou est-ce qu'il n'y a pas une distinction là, qui peut être faite aussi? Non, je trouve ça intéressant. Thomas d'Aquin parle juste de la mesure, là, mais c'est intéressant quand même cette idée, justement. Ou le contexte, boire tout seul dans sa chambre versus partager avec des amis. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir... on n'est pas contre le plaisir, là, ni Thomas d'Aquin, ni l'Église, ni personne. Il faut arrêter de penser ça, d'ailleurs, de l'Église, ceux qui le pensent. Là. C'est pas d'être contre le plaisir, mais c'est de comprendre que souvent, le plaisir, comme le disait Aristote, parachève l'activité. Là. Il est comme un ajout pour nous encourager à le faire. Par exemple, la sexualité, le but, normalement, si on y pense purement mécanique, ça devait être la reproduction de l'espèce, mais c'est normal que ça soit plaisant. Il faut bien que l'espèce se reproduise. Même chose pour la nourriture. C'est plaisant à manger, mais si tu manges juste pour le plaisir, ça se peut qu'à un moment donné, ça soit plus mesuré. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de semblable. Si tu te réunis dans le seul et unique but de te saouler, moi, j'étais allée à un party une fois, là, je me souviens, au secondaire, et on jouait à un jeu de boisson, c'était genre, on a un paquet de cartes, à chaque fois qu'il y a une rouge, tu bois. Je veux dire, c'est une fois sur deux, là, c'est pas... pas très sophistiqué. Puis il se passait rien d'autre, là, aucune discussion. Vous étiez pas forcé, non? C'était à toi de boire. Non, mais c'est comme tu veux être efficace, là. Fait que tu te forces pas, là. Les jeux de boisson. Mais on encourage ça chez les jeunes. Puis même mes parents ou d'autres parents, on va voir ça comme une drôle d'anecdote. La fois où t'es rentré et t'as vomi dans l'entrée, c'est vraiment vu comme quelque chose de drôle. Les humoristes se plaignent, il y a plein d'inconduites dans notre milieu. Les humoristes font beaucoup ça. Là. Si vous écoutez le podcast de Mike Ward, c'est des anecdotes de saoulerie beaucoup. Puis c'est vu comme quelque chose de drôle. Puis on fait, c'est pas lié aux inconduites. Non, on peut être sous puis juste être coquin. Mais ça, c'est typiquement québécois parce qu'on a un rapport à l'alcool déréglé. Je pense que les Français et les Européens ont moins ce rapport-là. Ouais. Quand j'étais en Italie, je trouvais que c'est quand même... C'est juste qu'au lieu de caler de la bière, c'est cale du vin, là, ce qui est quand même bizarre selon moi, là, mais...
Je sais pas. Le vin est moins cher, là, c'est sûr. Ça donne soif, tout ça. Ouais, ben ouais, Laurence Godin-Tremblay. Mais c'est pas le but, là. Non, mais au contraire, je trouve que ça nous modère là, avec le temps des fêtes qui s'en vient dans quelques semaines. Je pense qu'on va avoir ces principes-là. Là, on va avoir une petite Laurence là, sur notre épaule là, tout au long des parties du temps des fêtes. Ah ouais, Laurence dirait ça. Tu le verre de trop, là? Ouais, c'est ça. On l'invitera pas. Non. Une petite Laurence, un petit James. Ouais, c'est ça. Une chose qui est le fun, c'est quand même que les boissons sans alcool se sont vraiment beaucoup développées ces dernières années. Pour avoir été enceinte on and off depuis les 5 dernières années, là, je peux dire que ça s'est vraiment amélioré. Puis que de nos jours, au dépanneur, à la sac, à l'épicerie, il y a des drinks, des bières, des vins. Quand même un bon choix. Oui, c'est ça. Fait qu'on n'est pas obligé d'être plate puis de juste boire de l'eau puis d'être triste dans notre coin. On peut aussi comme participer un petit peu au plaisir du goût. Merci Ariane. Merci Laurence Godin-Tremblay aussi. On peut lire ton texte intitulé « Alcool et conduite irréprochable ». C'est un vieux texte, mais toujours très pertinent sur leverbe.com. À bientôt. Salut. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez le verbe.com/radio. Je remercie James Langlois et Marc-Antoine Baudette à la technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.